L'action politique, c'est une stratégie long terme. Et l'expression politique, c'est autre chose. L'expression politique, exprimer qu'on est dégoûté, qu'on est déçu, qu'on est triste, qu'on a peur, qu'on est anxieux, c'est une expression. Mais c'est pas ça une forme d'action. Et on peut aller faire des grèves et des manifestations, mais à côté, il faut être en mesure de construire. Et c'est que comme ça que tu sors de l'anxiété. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, écoutez l'intégralité du témoignage de Ferris Barkat, cofondateur de l'association Banlieue Climat. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'il porte pour notre avenir et le bien commun. Alors Ferris Barkat, 23 ans, cofondateur de Banlieue Climat, donc ça c'est activité professionnelle. Et à côté, au Palais de Tokyo, au Musée d'Orsay pour des projets plus peut-être bénévoles mais artistiques et culturels. Et voilà, c'est tout, je crois. Alors moi, j'ai une trajectoire où à la base, l'écologie, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai commencé à voir des manifs au lycée, mais j'en avais un peu rien à cirer. Et puis, je me retrouve à Londres à commencer à creuser un peu ces questions-là, parce que j'ai été pris à la LSI en politique et philosophie. Et donc, j'ai 18-19 ans. Et là-bas, je me rends compte qu'il y a un vrai sujet parce que, en gros, les assos de mon université étaient très engagés là-dessus. Et en même temps, beaucoup moins que d'autres assos dans l'écosystème londonien, notamment Extinction Rebellion, etc., qui étaient beaucoup plus radicales. Donc j'ai commencé à avoir tout un spectre d'engagement sur la question écologique. Je m'y suis intéressé, j'ai creusé, parce que j'avais que ça à faire aussi à Londres. Et puis ma mère est tombée malade. Donc là, j'ai commencé à faire un lien entre la maladie et les écosystèmes, en fait, là où tu habites. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des facteurs dans l'environnement qui accéléraient ou favorisaient différentes maladies. Donc, je m'y suis intéressé. Et puis, je suis rentré en France parce que j'étais obligé de m'occuper de ma mère. Et j'ai commencé à comprendre véritablement les liens. Et là, c'est vraiment une prise de conscience où je me suis dit, c'est pas normal qu'on soit les plus exposés et à la fois les moins informés. Et donc, il y a eu ce constat-là qui a fait que je me suis dit, il faut trouver une manière de parler d'écologie autrement. Et j'ai été accompagné de gens assez formidables qui m'ont fait confiance. Et j'ai monté un atelier à la base tout seul, où je suis parti à Strasbourg avec une asso qui s'appelle Teslab, avec qui j'ai bossé sur l'atelier. Et je l'ai présenté à des jeunes. Et là, c'était incroyable. C'est-à-dire que d'un coup, il se passe un truc où les jeunes sont fascinés par la formation. Au début, ils en ont rien à foutre aussi de l'écologie comme moi au début. Et puis à la fin, ils ressortent en voulant s'intéresser, en voulant creuser, en ayant conscience que à la fois nos pays d'origine, sur le stress hydrique, il y a un souci. À la fois en France, il y a des gens qui meurent de la pollution de l'air. À la fois près de chez eux, il y a l'eau qui est polluée. À la fois, le diabète de tes parents, en fait, c'est lié à telle ou telle cause. Et donc, d'un coup, tu remets de la compréhension. Tu fais une compréhension fine de ce que tu subis. Et c'est le meilleur moyen de s'en émanciper. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à monter l'aventure. Moi, je suis un autodidacte, donc j'ai appris tout seul. Et je me suis documenté beaucoup avec des vidéos. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trop la culture de lire, même si j'ai dû lire des articles pour comprendre ce qui se passait. Mais au début, c'était beaucoup de conférences. Alors, tu mets Jean-Baptiste Frézos pendant 3 heures, Lucas Bailly pendant 18 heures, Jean Covici pendant 53 heures. Et puis, tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Qu'on est la première génération à faire face à autant d'empilement de problèmes. Et en même temps, que c'est un problème qui historiquement est documenté depuis très longtemps. Et donc on va pas commencer à faire comme si c'était nouveau, parce qu'il y avait cette tendance-là beaucoup dans le mouvement écologique de dire c'est une nouveauté, et donc ça rajoute une forme de violence sociale, parce que la violence d'un point de vue environnemental, elle est là depuis très longtemps dans les quartiers populaires. Il y a toujours eu cette trajectoire-là sur l'environnement qui était problématique, et moi je m'y suis intéressé à travers les conférences, à travers les historiens, à travers la science, et je pense qu'il y avait une volonté de se réapproprier l'expertise. C'est-à-dire qu'on peut être des experts, on peut maîtriser le sujet, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un commun avec la base scientifique, et cette base-là, elle nous permettra d'être nous-mêmes. Parce qu'on peut avoir une forme où on est nous qui on est ce qu'on représente, on est le fruit de nos parcours, dans le vocabulaire, dans la manière d'être, mais pour autant, dans le fond du sujet, on va le maîtriser, on va être intransigeant, on va être exigeant avec nous-mêmes. Et ça, c'était un peu le pari qu'on a fait, c'est le pari de la science, et je pense que ça a été assez nouveau de se dire qu'on peut se réapproprier comme ça la question scientifique avec une méthode d'éducation populaire qu'on a mis au point, quoi. Pourquoi on est sur des prises de conscience assez éloignées
dans les quartiers populaires ou de manière générale dans les classes sociales les plus basses de la société, c'est parce que tout simplement, il y a une question éducative structurelle à retravailler. C'est pas que la question écologique, c'est toutes les questions où on peut se poser la question de l'appropriation culturelle de certains sujets, l'appropriation de la science. Il y a des inégalités structurelles dans l'éducation qu'il faut travailler. Et donc, la première cause, elle est là. La seconde, elle est aussi liée à l'appropriation qui a eu lieu, notamment d'une partie de la bourgeoisie, sur l'écologie. Donc, ils vont avoir un discours très incarné qui va être centré sur la consommation. Sauf que tout le monde ne consomme pas. Donc tu vas dire, écoutez, pour des raisons qui peuvent se comprendre, hein, tu veux romantiser ta vie, tu veux avoir l'impression d'avoir un pouvoir, donc tu vas centrer ton discours écologique sur ta manière de consommer. Donc ça te permet de réapproprier un peu un sujet. Écoutez, ceux qui consomment de manière éthique, ceux qui consomment de manière pas éthique, c'est parti. Sauf que quand tu commences à centrer le sujet sur la consommation, il y a d'autres à côté qui ne consomment pas. Et donc, ou qui ne consomment pas, ou qui n'ont pas le choix de consommer de la manière dont ils consomment, ou option 3, qui est beaucoup plus probable, c'est que toute l'année, on leur met du marketing, des influenceurs et de la publicité qui les pousse à consommer de telle manière, et après, injonction contradictoire, tu leur dis pourquoi tu fais ça. Alors qu'il faudrait responsabiliser le système, les entreprises ou l'État. Donc là, on est dans une situation où tu centres ton discours sur la consommation, généralement des gens plutôt aisés qui sont très éloignés sociologiquement des catégories dans les classes populaires, dans les banlieues ou dans la ruralité, et donc forcément le discours en lui-même est une violence symbolique supplémentaire. C'est pas un discours écologique, c'est pas un discours qui va sensibiliser, c'est pas un discours qui va embarquer les gens, c'est un discours qui est violent. Tout simplement. Ça veut dire que tu vas dire, écoutez, il faut consommer mieux de manière éthique dans un monde qui n'est pas éthique. Ok, bah, dis-moi comment tu fais. Il faut être parfait dans un monde qui est imparfait. Il faut être en bonne santé dans un monde qui est malade. Ça marche pas. Et donc, je pense que le vrai sujet, c'est comment l'éducation est structurellement inégalitaire dans ce pays. Deuxième sujet, comment l'écologie a été appropriée par une élite bourgeoise qui est très incarnée et qui monopolise le sujet. C'est bien qu'ils en parlent, c'est bien qu'on parle de consommation, mais il y a une question de mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement dans la consommation. Il faut se poser la question de pourquoi les gens prennent la voiture, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi depuis 1940 on supprime des lignes de train. Ça, c'est une autre question à poser. Et ça, on la pose beaucoup trop peu. Donc, il faut être en mesure d'avoir les deux sujets. Et puis, je pense une troisième raison, s'il faudrait en trouver une, il y a des stéréotypes qu'on accole à l'écologie, qui sont liés au fait que ça a été monopolisé, que ça a été repris par une élite bourgeoise, mais à partir de ce moment-là, ça crée aussi dans nos esprits, quand moi je vais sur les terrains, on le constate très vite, des biais. Des biais de mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est un sujet de blanc, c'est un sujet d'ours polaire, mais ça me concerne pas, c'est pas pour moi. Et ce c'est pas pour moi là, il vient aussi en partie d'une autocensure interne qui découle des deux premiers points qui sont donc les inégalités structurelles dans l'éducation et le monopole du sujet par une élite bourgeoise. Et donc, forcément, tu en viens à te dire, mais c'est pas pour moi. Et donc là, tu as accédé aux trois paliers de le sujet, mais tu peux te lever à n'importe quelle heure du matin, tu n'auras jamais quelqu'un qui va se réveiller en disant c'est pour moi. Non, c'est trop compliqué. À part si tu arrives à l'incarner différemment, à part si tu arrives à avoir une phénomène d'identification qui va se créer avec des figures qui vont pouvoir ressembler aux gens et après essayer de créer un mouvement qui est fait par eux. Il faut poser la question tout simplement du discours, comment il est posé. Et malheureusement, il y a toujours trop peu de discours qui sont capables d'embarquer et d'inclure les premiers concernés. Et c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe qui est fascinant, que tu es concerné par quelque chose, tu subis cette violence, mais pourtant, tu la conscientises pas. Et pire que ça, parfois, tu la répliques inévitablement. Moi, je peux aller à la Sorbonne parler d'écologie. Un lundi matin, il y aura du monde. Je vais à Cergy à 8h du matin, un dimanche, en disant, écoutez, il faut qu'on fasse une formation, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne, en tout cas, la manière même dont ils sont mobilisés, c'est parce qu'il y a des éducateurs auxquels ils font confiance, parfois qui sont obligés de leur mentir en disant il y a un tournoi de foot ce dimanche, alors eux ils viennent en crampons devant moi pour faire une formation. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Donc on est vraiment dans une forme de calmez-vous les gars, on va parler d'écologie. Je sais que c'est connoté bizarrement, mais à la fin de la journée, on crée un lien et ça marche. Mais a priori, il y a une différence de traitement fondamental et donc effectivement, il y a des différences qui sont tristes et qui sont énormes, mais c'est parce qu'on est dans d'une forme comme d'héritocratie à plein de niveaux sur les questions de capital symbolique, culturel et éducatif, donc c'est logique. Mais aussi parce que y a un phénomène de reboussoir. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de voir que le discours, de manière discursive, quoi, vraiment l'écologie, comment c'est traité dans les médias, comment on en parle, il y a un problème, il y a un éloignement qui est interne et qui est même consubstantiel à l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une activiste ou un activiste qui prend la parole dessus, c'est inévitablement et malheureusement et parfois inconscient quelque chose qui va juste valider des schémas dans nos têtes en disant mais qu'est-ce qu'il raconte là? Parce que c'est pas assez concret, parce que ça va pas renvoyer à nos réalités et parce que ça va se centrer parfois, ça fait partie des dérives du discours, hein. À partir de ce moment-là, il y a une question qu'il faut poser qui est beaucoup plus large, qui est de le discours écologique aujourd'hui, c'est soit une violence sociale de plus, soit une opportunité de réunir tout le monde autour de la table. Et quand je dis tout le monde, c'est d'abord les catégories les plus précarisées et les plus fragiles de la société, en disant, en fait, elle est là la sortie. C'est-à-dire exiger un peu de dignité. C'est l'écologie, donc l'étude de la maison, c'est la dignité, ça commence chez vous.
La dignité, ça commence dans votre quartier, ça commence dans votre région, ça commence par ce que tu bois, ce que tu manges, comment tu te déplaces, ce que tu vis. Et là, il y a une opportunité formidable de recréer de la dignité et de l'espoir, mais pour ça, il faut encore que ça soit traité correctement, quoi. Alors j'ai voulu passer à l'action quand ça faisait trop pour moi, ça veut dire qu'il y avait un sentiment de haine et de colère que j'avais mais qui était non partagé. Ça veut dire que j'avais ma famille qui était présente pour ma mère, mais il y avait toujours cette notion de bah, c'est le destin, la maladie, on peut rien y faire. Donc une grosse incompréhension. Et puis autour de moi, les gens qui comprenaient pas, qui en fait quand la maladie te frappe, t'as du mal à mettre de la rationalité dessus. Et puis moi qui à côté, il y avait à la fois le fait que je me sois informé sur ces questions récemment, qui était une coïncidence qui m'a fait prendre conscience des causes potentielles des maladies de manière générale, et puis moi qui avais besoin de trouver des explications à tout prix. Et ces explications-là, je les ai trouvées dans la science, mais malheureusement, quand tu es tout seul et quand tu regardes qui meurt avant qui, c'est la seule question qui est posée, qui meurt avant qui dans ces sociétés. Et quand tu regardes je devais avoir 13 ans, je me tombe sur les différences d'espérance de vie entre cadres sup et ouvriers. Tu vois qu'on est en train de mourir avant les autres, et à ce moment-là, effectivement, ça crée une colère, ça crée une haine, et t'as pas envie d'être tout seul à la ressentir. Donc, mon mise en mouvement, ça a été à ce moment-là où je me suis dit, il faut que j'embarque les gens autour de moi. Il y a un truc qui avait été très vite sur la santé. Donc j'ai essayé de personnellement faire attention, mais c'est très compliqué parce que quand à 20 km à la ronde, t'as rien d'intéressant à manger à part le tacos du coin, bah bien sûr que t'as envie d'y aller. Et puis même, je pense qu'il faut pas sous-estimer le formatage. Le formatage à la fois du cerveau, mais aussi du goût. Ou des goûts, mais de manière générale, hein. Ça peut être la musique, ça peut être la nourriture, ça peut être tout ce que tu veux. Et là, en l'occurrence, sur la nourriture, bah forcément, même si t'as conscience des mal-être que ça peut créer, et ben forcément, tu restes humain. Et donc, c'est compliqué. Je pense que la première prise de conscience était sur la question de la santé, du coup. On essaie de faire des efforts et essayer même en groupe, tu vois, se dire, les gars, là, on mange mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis après, au-delà de la question de la santé, il y avait la question de la consommation plus large. Et puis là, oui, là, t'es obligé de faire attention à ce que tu fais même. Mais on se met pas non plus une pression pour dire que si on fait mal, on a échoué. Si on fait mal, bah, on aura essayé. C'est parce que les structures sont plus fortes que nous. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais qu'on a essayé de faire au mieux, mais qu'à la fin des fins, bah, on ne décide pas totalement du résultat. Et donc, effectivement, j'ai essayé de rectifier 2-3 trucs, mais pas tout. Je pense que ouais, c'était une stratégie de réflexion sur non pas l'efficacité du résultat, mais l'efficacité de mon objectif à moi personnel qui était de ne plus être tout seul. Et forcément, si je commençais à courir tout nu avec une banderole partout dans Strasbourg, on m'en regardait en bizarre. Alors que si je commençais à expliquer qu'il y avait un enjeu hyper important de prise de conscience sur nos réalités et sur nos vies, et ben là, j'avais beaucoup plus de chances d'embarquer des gens et de ne plus être tout seul. Et vu que mon objectif, c'était de ne plus être seul, je suis allé vers ce qui était le plus efficace pour moi. Après, en termes de moyens d'action, quels sont les moyens d'action les plus efficaces? Là, pour le coup, ça dépend des stratégies, ça dépend des moments, ça dépend des circonstances. Je pense pas qu'il faut être non violent par essence, mais que ça dépend des situations. Il y a des moments où il faut pas sous-estimer la violence institutionnelle et que parfois la seule réponse à cette violence institutionnelle, et ben la seule réponse qui te reste, ça dépend qui, mais il y a des gens qui sont pas loin de nous et qui ont pour seule réponse ou pour seul moyen d'expression la violence aussi. Et ça veut pas dire que c'est légitime, ça veut juste dire que c'est comme ça. Et le deuxième aspect, c'est que parfois il y a des actions beaucoup plus radicales qui sont utilisées pour alerter. Et là, parfois, ça peut être contre-productif. Ça peut être contre-productif parce que ça va éloigner à nouveau. Ça veut dire que le fait même que tu sois en train de bloquer la route là devant moi, eh ben, ça va être repris par les médias pour vous caricaturer. Donc stratégiquement, comment on réfléchit au truc. Et deux, l'automobiliste qui ne bloque pas la route, c'est peut-être qu'il a un truc à faire et donc il va être interrogé par BFM et il va dire écoute j'ai envie d'aller au travail parce qu'il a envie d'aller au travail et parce qu'il n'a pas été peut-être acculturé à ces questions-là. Donc parfois il y a des modes d'action qui pour moi doivent être stratégiques mais il n'y en a aucune qui doit être par essence bannie de base quoi, a priori. Par contre il faut réfléchir aussi à comment elles sont incarnées parce que quelqu'un qui va lutter à Sainte-Soline contre des méga-bassines mais qui est racisé ou qui vient de quartier populaire, n'aura pas le même rapport à la police que quelqu'un d'autre. Donc il faut penser aussi à qui est-ce qui incarne. Effectivement, l'incarnation, au début, ça n'a pas été un choix. Ça a été une conséquence du fait qu'on a commencé à aller dans un quartier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un vingtième. Et puis au fur et à mesure, on voit qu'il y a un engouement qui se crée. Et en même temps, je pense que c'est parce qu'on a montré un collectif
et qu'on a montré qu'on était en capacité de tenir nos promesses et de venir accompagner des jeunes qui étaient peut-être en prison il y a 6 mois et qui finissent avec nous avec un contrat de travail. Donc on a pu incarner et montrer des exemples de réussite très concrets. Et ben là, à ce moment-là, il y a eu une confiance qui s'est créée, notamment en moi, mais pas que. Et ça a été pris, je pense, de manière très très positive par une partie du mouvement climat parce qu'il y avait une conscience d'eux-mêmes aussi, qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est-à-dire qu'ils sont aussi conscients que parfois leur point de vue est très situé et que du coup ils ont une portée limitée. C'est pour ça qu'ils attendaient aussi notre existence, qu'ils soutiennent, qu'ils sont toujours présents. Et vis-à-vis des premiers concernés, donc ceux qu'on vise, là pour le coup ça va beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a une hype, parce qu'il y a un écosystème autour, parce qu'il y a un collectif. Mais au début c'est sûr que tu arrives et ils te disent mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc c'est une confiance qu'il faut gagner et qui est très compliquée parce que je pense qu'on a mis 2 ans à vraiment galérer et maintenant bah, ça va mieux. On a une école à Saint-Ouen, on a des jeunes qu'on peut accueillir, on peut faire plein de choses. Mais c'était pas gagné quoi. Alors au niveau des institutions, on a eu les portes très vite ouvertes. Je pense que ça a été assez rapide parce qu'ils ont vu que le discours était crédible et que les jeunes suivaient aussi et qu'on arrivait à mobiliser, à embarquer. Je pense que les institutions avaient tout intérêt à nous faire confiance, aussi bien pour leur image que pour leur com, que pour des enjeux très politiques ou d'avancer juste pour la lutte quoi en fait. Parce qu'on a croisé des gens sincères aussi dans notre parcours. Et donc on s'est rendu compte que les portes s'ouvraient très vite quand il y avait des gens intelligents en face qui savaient aussi voir leurs propres intérêts et les nôtres. On leur a pas trop laissé le choix non plus aussi à des moments, parce que je pense que dans une situation d'oppression un peu systémique, si tu es un premier concerné et tu arrives à obtenir une victoire, c'est que tu pas eu le choix. Tu pas laissé le choix à l'adversaire, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix de te donner cette subvention, ils n'ont pas eu le choix de te... Et là, je pense que ça a été un gros travail aussi pour nous, de pas être dans une forme de remerciement constant, mais d'être aussi conscient du travail qu'on faisait. Donc il y a plein de pays, d'institutions ou même de collectivités qui nous ont appelés, parce qu'ils voyaient qu'on arrivait à créer et à embarquer les jeunes, quoi. On est sur des projets de formation, mais pas que. Parce que la formation, on part du principe que c'est le point de départ. Et donc, on est sur des enjeux où, effectivement, c'est un peu compliqué de penser la suite, parce que la formation, c'est le nerf, mais ensuite, il faut réussir à structurer un mouvement. Ça s'appelle du community organizing, c'est des techniques qui sont utilisées notamment aux États-Unis pour les élections de Barack Obama, Marshall Gantz, etc. Il y a des cours à Harvard là-dessus sur vraiment comprendre comment embarquer des communautés locales sur des projets précis et concrets. C'est compliqué. Aujourd'hui, nous, on n'a que 2 ans, donc on essaye. Mais effectivement, il y a des exemples. À Cergy, on est sur la question de la qualité de l'air beaucoup. Et on essaie de travailler sur un documentaire avec des jeunes là-dessus. Sur Strasbourg, on est sur un projet aussi de ferme urbaine sur la question de l'alimentation qu'on va inaugurer d'ailleurs prochainement, où on a fait en sorte que des jeunes soient en service civique pour que vraiment, hop, les paysans de la street, des jeunes qui s'intéressent à l'alimentation, c'est des images formidables aussi à aller chercher. On est sur des projets de sécurité sociale de l'alimentation aussi à Montpellier. On va aller ramener un groupe de mamans à la conférence des océans à Nice en juin. On ramène ce même groupe de mamans ensuite à la COP30 au Brésil à Belém. Donc on essaie de faire un suivi avec les jeunes et de développer localement leur pouvoir d'agir, les mettre en lien avec les collectivités pour qu'ils développent des projets sur le territoire. Mais ça reste encore un peu long de structurer correctement les groupes locaux parce que ça demande beaucoup d'énergie humaine et d'accompagnement en fait, d'être de présence. Et cette présence-là, aujourd'hui, c'est très bien, on est 6 salariés, mais ça suffit pas. Ça suffit pas au niveau des besoins qu'on a en face, quoi. Alors les effets rebonds, le premier c'est la prise de conscience qui va être partagée, un peu comme moi en fait. C'est-à-dire qu'ils vont en parler avec leurs parents, ils en parlent avec leur famille, ils ont envie d'embarquer leur maman, leur frère, tout le monde a envie d'être embarqué dans le truc. Donc il y a un truc vraiment de... Et les gars, dinguerie, on embarque. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le côté émancipation individuelle. Et là, c'est là où on est aussi limité, mais ils veulent être recrutés, ils essayent de faire en sorte de développer des projets personnels qui ont envie d'être accomplis, des jeunes qui ont envie de former à côté, d'autres qui voient ça comme un truc de bah écoute, ça peut être sympa de prendre un billet pour être formateur et c'est très terre à terre en mode c'est plus l'argent qui les motive. Il y a plein de motivations différentes, mais il y a plein de résultats aussi qui sont très différents, mais à la fin, en tout cas, ils ressortent avec la conscientisation de ce qui se passe et ça, c'est le plus important parce que c'est notre objectif. On essaie de donner des continuités. Et eux, ils sont en tous les cas très moteurs pour soit parler à leur famille, soit interpeller les politiques, soit faire du plaidoyer, enfin faire plein de choses. Je pense que le premier remède, quand il y a de l'anxiété de manière générale et surtout de l'éco-anxiété, c'est l'acceptation. Parce que l'acceptation, elle permet de normaliser un peu ce qui se passe. Non pas la situation dans le monde, mais la situation chez toi. Ça veut dire qu'effectivement, c'est normal que tu sois mal. Le psychologiser plus que nécessaire, ça va avoir tendance à masquer les causes. Si tu dis juste c'est un problème de santé mentale,
tu fais un truc un peu flou, un peu obscur, qui laisse penser qu'on ne sait pas vraiment qui est responsable. On sait qui est responsable, on sait très bien. Donc à partir de ce moment-là, accepter que c'est compliqué, parce que ça l'est, et de 2, réussir à cibler la cause du problème, et puis 3, trouver des collectifs et faire en sorte que c'est pas le résultat, parce que le résultat, il y a de grandes chances qu'on perde. Par contre, sur le chemin, il y a de grandes chances qu'on gagne. Et politiquement, je pense qu'il faut retravailler la notion de perte et de gain, parce que l'action politique, c'est une stratégie long terme, et l'expression politique, c'est autre chose. L'expression politique, exprimer qu'on est dégoûté, qu'on est déçu, qu'on est triste, qu'on a peur, qu'on est anxieux, c'est une expression, mais c'est pas ça une forme d'action. Et on peut aller faire des grèves et des manifestations, mais à côté, il faut être en mesure de construire, et c'est que comme ça que tu sors de l'anxiété, c'est en construisant quelque chose où tu as l'impression déjà de gagner, ce que tu as fait avec des gens qui, à la base, ne pensaient pas être capables de faire ça. Donc tu as déjà gagné. Et puis de 2, tu crées une stratégie long terme parce que vous êtes plein, vous êtes nombreux, et puis plus tard, c'est comme ça que tu peux potentiellement créer un point de rupture. Mon optimisme en matière de biodiversité, il peut être nourri par une chose en ce moment, c'est le projet qu'on porte à travers la ferme urbaine qu'on a à Strasbourg, mais qui est au-delà de ça, c'est essayer de mobiliser tout un écosystème qui va croire au fait que les quartiers populaires et la ruralité peuvent s'allier. Et ça va être, à mon sens, ultra déterminant parce que ceux qui connaissent la biodiversité, le mieux, ça reste les paysans aujourd'hui qui sont en leur contact tous les jours, qui vivent des réalités sociales tout aussi précaires que dans les quartiers populaires et qui peuvent trouver dans cette alliance, à mon sens, quelque chose de politiquement assez intéressant et de assez révolutionnaire. Donc je pense que moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est de se dire qu'on va s'y intéresser, qu'on va réussir à créer des ponts et qu'on va réussir à faire des alliances totalement inattendues, mais qui vont ensuite nourrir notre compréhension de la biodiversité. Et ce sujet-là, à partir du moment où il devient un minimum sexy parce qu'il a déconstruit certains a priori que le capital a mis dans nos têtes. Une fois qu'on a déconstruit un peu ce truc un peu chiant de c'est quoi, tu me parles de papillons, tu parles de quoi là, si on arrive vraiment à montrer que c'est lié à notre survie à nous, et ben il y a des grandes choses à faire et je pense qu'on est en partie la solution pour rendre les choses intéressantes. Merci à Féris Barkade pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Un podcast produit avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.